que moi j'ai toujours été nos futurs, et que j'ai toujours traversé le désert après chaque film. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 6. Cette semaine, diffusion de la première partie d'un entretien avec le metteur en scène, musicien et poète F.J. Hossan, réalisé le 8 septembre dernier au moment de sa venue à Rennes au ciné TNB pour présenter son film Dr Chance dans le cadre de la projection de ses 3 premiers longs métrages. Cet entretien a été mené par El Comandante et Benoît Delaune. La prise de son hasardeuse a été assurée par El Comandante, le mixage et le montage par Valentin. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous, nous sommes avec F.J. Hossan. FJ, bonsoir. Bonsoir. Ainsi que de Benoît Delaune. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Donc Benoît, nos auditeurs le connaissent car il était venu il y a quelques années dans le cadre d'une émission spéciale qui au hasard était consacrée à F.J. Hossan au moment de la sortie de son dernier long métrage 9 doigts. Donc nous sommes ici au ciné TNB avec FJ car il présente ce soir son film Dr Chance dans le cadre d'une mini rétrospective de son œuvre de ses 3 premiers longs métrages. Et donc nous allons passer en revue un petit peu la riche carrière de F.J. Hossan qui passe par la poésie, par la musique et donc et bien évidemment par le cinéma. Et donc nous allons essayer de revenir un petit peu là-dessus, sur toutes ces choses-là et ces différents aspects. Donc on va commencer de manière assez simple et biographique, on va dire, puisque donc FJ, toi, tu n'es pas du tout parisien, mais tu viens du Cantal, donc comme tu le disais souvent en entretien, une terre enfermée dans la terre. Et donc on voulait un petit peu commencer par ça pour voir comment est-ce que cette question du territoire avait pu t'influencer dans ton œuvre. Disons que le Cantal, j'ai surtout fait des études pour en partir. Donc j'ai vite passé le bac pour en partir, parce qu'il me semblait... alors à la fois, j'ai un attachement mental, donc j'ai eu une espèce de vie rêvée jusqu'à 7-8 ans par là, où j'étais plutôt chez mes grands-parents. Et puis ensuite, entre l'école et puis le reste, ça a commencé à devenir l'enfer. Et puis c'est vrai que c'est quand même un territoire assez bizarre, quoi. Et c'est vrai que souvent j'ai une espèce de mélancolie quand je rentre. Alors, moins avec Elvire, parce qu'Elvire adore. Mais c'est pas du tout que j'ai détesté, puisque j'ai fait quand même plein de choses. Enfin, ou du moins plein de choses. J'ai eu c'était l'idée d'impulsion, curieusement. Donc je défendais la théorie du rural en révolte contre le monde moderne. Mais voilà, oui, puisqu'en fait on a démarré à la revue C aussi, entre Aurillac et Toulouse. Et puis ensuite, même le premier groupe, DDP... Et donc, puisqu'on parle de musique, autant y aller. Comment est-ce que toi, tu t'es inséré avec tes différents groupes dans une certaine mouvance du punk, puisque donc il y avait à la fois une frange qui serait plus du côté des Sex Pistols et une autre dont on peut dire que peut-être les figures de proue étaient métal urbain vers un punk plus industriel, plus noise et plus électro-punk finalement. Et comment est-ce que toi, dans tes différents groupes, vous êtes inséré dans cette mouvance? Disons que le punk, ça a vraiment été la première génération punk. J'étais fou des Sex Pistols. Voilà, Sex Pistols, j'ai entendu ça. Les Sex Pistols, les Ramones, Richard Hell. Ça, c'était vraiment les 3 piliers de la sagesse, on peut dire. Pas les 7, après les 4 étaient à venir. Et le punk a été vraiment un choc électrique existentiel, on peut dire. C'était vraiment ce qui manquait, le maillon qui manquait dans la chaîne, quoi, parce que la poésie, finalement, c'est quand même assez convenu, très socialisé, finalement. Alors, même si c'est des cénacles, des machins, des éditions, etc., un monde fermé. Et puis le punk, c'était génial, quoi. Tandis que là, entendre ces groupes en 76-17, c'était incroyable. D'ailleurs, j'ai hérité de mon ami Jean-François Charpin, qui était un grand copain des Sex Pistols, notamment de Glenn Matlock. Et donc voilà. Et donc Matlock et Temple étaient venus en 75 à Paris. Et donc
C'était un type génial avec qui on a failli faire une revue, puisqu'en fait, puis lui, après, il a eu des problèmes de santé. Mais c'était une revue qui était passionnante, qui s'appelait Grabuge. Il y a eu 2 numéros seulement. Et donc, Jean-François Charpin, donc, qui, dans sa revue, justement, reprenait à son compte à la fois des citations plutôt punk et également Arthur Cravant, Tous les modernes, Jacques l'histoire. Vacher et tous les modernes, en fait. Voilà. Et donc, c'était le mélange entre l'esthétique punk et la musique punk. Jacques Vacher, Rigaud, Cravant, Crevel, aussi bien, je ne sais plus, Artaud, etc. Et donc, les premiers modernes, en fait. Oui, et puis vraiment les punks, mais au sens pistolier. Hein. Parce que lui, après, le pistolet serait intéressé dans le punk, en réalité. Et je me souviens, après, parce qu'il était quand même un peu malade et fatigué, il me dit « Ah, écoute ça !» Et il m'a fait écouter le premier maxi de Jesus and Mary Chain. Il dit « C'est le seul truc valable depuis les Sex Pistols. » Parce qu'il était très strict. Et il y avait une photo que j'ai jamais retrouvée qui était incroyable, parce qu'il était comme ça, toujours lui en manteau bleu marine. Et puis il y avait les autres qui étaient assez dépenaillés. Et il y avait Jean-François Charpin, très straight. Voilà. Et alors donc c'était vraiment très intéressant, parce qu'on partageait tout à fait cette communauté d'esprit, c'est-à-dire que 1920-80, enfin c'était 70-80, oui. Et voilà. Et donc plus tard, on a fait, quand il est décédé, j'ai fait un disque qui s'appelle Feu, où on a pris 2 textes de Charpin, et où on sent ça de façon très présente. Et le Feu qui est un texte de 78, je crois, 79, qui est incroyable, je trouve. Non, 78 même. Oui, qui est incroyable. Donc j'ai adapté un petit peu, c'est-à-dire que j'ai un peu comprimé, j'ai fait une espèce de montage. Puis il y avait 2 versions. Et puis un autre texte qui s'appelle « Chaque instant est important ». À chaque instant, alors là où vraiment il y a un panégyrique de... Oui, des citations arrangées, montées par Charpin, quoi, de tous ces gens-là, quoi, qui sont extraordinaires. Et là aussi, on en revient aussi au cinéma. Donc on revient toujours aux bases, quoi, de là au punk, de là au cinéma, puisqu'en réalité, l'âge d'or du cinéma muet est accompagné par, les troupes d'élite de la poésie. Bah donc du coup, ça nous fait un petit passe-plat pour aller parler de poésie, parce que donc toi, tes premières créations, quand tu avais 15-16 ans, c'était vraiment de la poésie, et on voulait un peu voir quels étaient les réseaux d'influence que ça avait pu avoir avec la musique que toi tu as produite, parce qu'il y a pas mal de punks de l'époque qui montraient justement leurs influences littéraires et poétiques, que ce soit sur les poètes de la Beat Generation, des surréalistes, et en tout cas beaucoup de poètes nord-américains, et voir un petit peu comment est-ce que ça a pu influer sur ton œuvre, en tout cas sur la vision que tu pouvais avoir de la musique et du punk. Bien sûr, mais moi c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'en réalité j'ai vraiment démarré par la poésie, mais en fait c'est la poésie parce que c'est ce qu'il y a de plus informe, si on peut dire, et de plus, c'est comment dire, ça peut être l'absolu de la forme, mais disons que ça répond pas du tout au canon de la littérature, enfin je sais pas comment dire. Et c'est la recherche d'un cri, comme ça, c'est quelque chose de primal, un peu la poésie quand même aussi. Hein. Bien sûr, après ça prend des formes variées, mais quand on est tout jeune, la poésie, c'est ce qu'il y a de plus facile, plus accessible. Et voilà. Alors c'est très intéressant de revenir aussi à Ezra Pound, pareil aussi. Ezra Pound ou Brooks, qui sont aussi des figures tutélaires pour moi du cinéma, en fait, même s'ils n'ont pas fait de film. Mais pour en revenir juste, par exemple, au cinéma muet, par exemple, ils sont accompagnés, le cinéma muet passionne une génération de poètes, mais c'est des gens comme Desnos, comme Antonin Artaud, comme Roger Gilbert Lecomte. Je veux dire, c'est quand même les gens les plus radicaux, quoi, presque de l'époque, quoi. Ce qui est surprenant, c'est que justement, quand tu parles, toi, des poètes du début du XXe siècle, à chaque fois qu'on en a parlé, toi, alors j'allais dire figure tutélaire, le terme n'est pas bon, mais les poètes qui t'intéressent, en fait, sont souvent des poètes un petit peu en marche. Par exemple, les poètes du grand jeu. J'ai l'impression que tu es beaucoup moins axé, par exemple, sur Breton, sur Aragon, qui est vraiment le trio de tête, la tête de gondole du surréalisme. Mais toi, tu es plus intéressé par une forme de surréalisme un peu noir, comme on parlerait de romantisme noir, oui, avec Rigaud, Vachet, Cravant. Pour tout en général. Dans le cinéma, c'est pareil, d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure. J'aime beaucoup, par exemple, à Hollywood, c'est ce que j'adore, les Hollywood excentriques, si on peut dire. Que ce soit des Sternberg, des Wells, des Albert Lewin, enfin, des gens comme ça. Oui, qui ont eu des carrières un peu accidentées, quand même, quelquefois, hein. Mais qui sont, je sais pas, oui, beaucoup plus baroques, beaucoup plus
Alors que l'usine d'Hollywood n'est pas très intéressante, en fait. Mais ceci dit, avec l'âge, j'apprécie de plus en plus Breton. Et il me semble que Breton remonte beaucoup. Bon, j'ai une admiration totale pour Debord, par exemple, mais de façon non militante, enfin, je veux dire, hormis la dimension purement politique. Et j'insiste beaucoup sur le fait que c'est l'inverse de Breton, quand même, à une époque, tout en étant, je pense qu'il y a quand même une filiation bizarre, enfin, même s'il n'est pas revendiqué, mais même s'il remonte plus à Dada, mais dans le fait c'est pas lui insister sur le fait que ça ne devait pas être la poésie au service de la révolution, le surréalisme au service, mais la révolution au service de la poésie. Et ça, je trouve que ça, c'est remettre les choses à l'endroit. Voilà. Voilà. Non, alors juste pour revenir, parce que j'ai un peu le sens du coq à l'âne, quand je dis que c'était l'inverse, c'est qu'en fait, j'étais vraiment en recherche de quelque chose, donc de poésie. Mais, donc là, j'ai commencé assez jeune l'écriture, comme ça de façon anarchique, un petit peu. D'ailleurs, cherchant un petit peu entre le théâtre, j'essayais d'écrire, entre la correspondance, essayant, puis finalement, c'est devenu plus ou moins de la poésie, parce que c'était comme ça, c'était de la poésie moderne, quoi. C'était pas de la... Voilà. Et ensuite... Et après, le punk est arrivé, et là, c'était... Entre-temps, j'avais créé la revue C, en fait, vers 76-77, et donc ça a vraiment été en même temps, quoi. Et le groupe a démarré presque en fin d'année, quoi. DDP. Mais c'est ce qui manquait, parce que c'est vrai, il y avait tout ce côté quand même un peu compensé, finalement, d'une certaine poésie ou d'une certaine littérature. Enfin, c'est... Pour les sauvages que nous sommes, c'était... Alors que le punk, c'était exactement, d'un seul coup... oui, c'était la génération qu'on avait rêvé, quoi. Si j'avais pu l'écrire, j'aurais été un grand écrivain, avant qu'elle existe. Mais oui, c'était effectivement... C'est vrai qu'il y avait le côté garçon sauvage de Burroughs, etc. Mais c'était vraiment quelque chose que j'ai senti comme éminemment urgent et éminemment nécessaire, voilà, sur le plan existentiel. Et ça a généré ensuite, après, des amitiés très fortes, de grande fidélité, finalement, parce qu'en fait, ça existe beaucoup plus dans la musique et le rock and roll, qui est plus un mode de vie, quoi, qui est aussi un mode de vie, oui, poétique, parce qu'en fait, c'était vraiment... Ouais, c'était une poésie existentielle, je trouve, dans le rock and roll, noise and roll. C'est pas, disons que c'est pas le rock and roll, c'est pas de la poésie de poète enseignant, voilà. Est-ce qu'on pourrait pas dire que la poésie, justement, chez toi, hors de tout ce qui peut être justement politique en soi, est-ce que tu ne l'utiliserais pas toi comme une sorte de révélateur, en fait? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je sais plus, on m'avait demandé de faire un petit texte sur Morituri, et je dis aussi vrai que tout est politique, tout est sexuel, voilà. Donc là, à peu près tout est dit, hein. On a fait le tour du cercle. Mais ce que je veux dire, mais la politique, ça me met mal à l'aise, les gens qui font la politique, parce que c'est vrai qu'on parlait de Debord, parce que pour moi, Debord, c'est impeccable. Enfin, je veux dire, Debord, vraiment la période de l'IS. Donc les deux restes de l'IS, c'est les deux derniers membres, c'est Guy Debord pour la section française et Gianfranco Sanguinetti, qui a été l'origine un petit peu de mon premier court-métrage, qui s'appelait La dernière énigme, et qui provient un petit peu d'un livre qui s'appelle Du terrorisme et de l'État, et qui est remarquable. Mais oui, alors ce que je voulais dire, juste pour finir sur la politique, c'est vrai qu'il me semble qu'il n'y a que Debord pratiquement, enfin Debord, et puis je veux pas cette ligne de pensée, je veux dire, qui est vraiment éclairante, quoi. Parce que tous les gars des années 70, d'ailleurs justement, Debord a eu beaucoup de propositions pour prendre la tête de mouvement ou être inspiré. Et lui, c'est toujours, il a presque fait la route à l'envers. C'est intéressant parce qu'il démarre vraiment finalement dans la poésie, on pourrait dire. Hein. Donc l'international lettriste. Et puis, ça va être de plus en plus un professionnel de la révolution, quoi, de la subversion, avec des textes absolument sidérants, je trouve. Et puis ensuite, il revient vers les anarchistes, beaucoup en la défense des anarchistes espagnols, etc., dans les années 80, et il revient complètement vers quelque chose d'artiste, enfin, je ne sais pas comment dire. Mais après, on peut regarder presque tous les mouvements de cette époque, c'est pas très très intéressant, enfin, je veux dire. Moi, je trouve pas ça passionnant, en général. Alors qu'à part eux, parce que tous les trucs de subversion de droite ou de gauche, disons, c'est quand même... je sais pas, on dirait que l'esprit... Il y a plus, je sais pas.
Je sais pas, c'est voué à une espèce de démence plate. Caput mortuum. Oui, capot de morto. Ouais, et puis d'autant qu'à la même période, sous couvert de politique, il y a tous les mouvements folkloristes, régionalistes, que ce soit en Bretagne, en Occitanie, en Corse, je sais pas, en Franche-Comté, qui justement baignent aussi un peu dans tout ça et font faire n'importe quoi. Ça, mais même les Américains, les Weathermen ou autre chose, c'est pas passionnant. En fait, je veux dire, c'est pas. Et après, c'est la bête qui gagne, c'est vrai, sur tous les fronts. Ça n'empêche pas que le diagnostic puisse être le même, qu'on est vraiment dans la. Ouais. Et que c'est un monde de plus en plus atroce qui semble se profiler. Mais je sais plus, à un moment donné, tout le monde perd la tête, je sais plus. Parce qu'en fait, si on regarde, on se dit au niveau des avant-gardes, donc on a Dada, le surréalisme, les futurismes, etc. Et les lettristes, et on a l'impression que finalement, l'international situationniste, ce serait le dernier mouvement d'avant-garde qui décide contre toute attente quasiment de ne plus écrire. C'est-à-dire finalement, le pas en avant, c'est de dire on n'écrit plus, et en tout cas pas de poésie. Et finalement, l'œuvre de Debord, qui est une œuvre philosophique, politique, intellectuelle, etc., ce serait d'une certaine manière le pas en avant par rapport à la poésie, de dire voilà, on a fini avec la poésie, on va aller dans autre chose. Oui, Et faire de la psychogéographie. Après, il y a ces deux livres passionnants, là, fin de Copenhague. Et puis l'autre, je sais plus, il y a deux livres de collage, comme ça, qui sont magnifiques et qui sont bien de la poésie. En fait, je veux dire, je sais pas comment dire, c'est de la poésie, c'est extrêmement, c'est cinématographique. En fait, à le lire comme ça. Et donc, sa collaboration avec Asger-Jorn, qui avait fait, je crois que c'est lui, parce que Asger-Jorn est son institut de vandalisme comparé, ce grand homme du Nord qui nous a tous éclairés. Voilà, et qui est un grand ami, parce que c'est lui qui fait une préface où il explique que, c'est parce qu'il y a eu je crois que c'est l'édition 63, où il y a, je sais plus quoi, cinématographique, enfin, déjà ces œuvres cinématographiques complètes qui vont être complétées en 78, mais avec une préface magnifique d'Asger-Jorn, qui Guy Debord ou le problème du maudit, je crois, ça s'appelle. Il dit qu'en fait, il n'y a plus de maudit, et que pour lui, il n'y a que Guy Debord qui le soit. Parce qu'il considère que c'est un être... sa vision sidérante. Et, oui, parce que je parlais on parlait un petit peu de comment il s'appelle, de Gianfranco Sanguinetti, qui est beaucoup plus jeune, lui, en 72, quand ils font les véritables causes de la scission internationale situationniste, qui est tout jeune, il doit avoir 23 ans. Et le maître, c'est quand même Debord, oui. Et puis, il y a cette amitié indéfectible avec Asger-Jorn. Donc ça ramène à Cobra, en fait, etc. Et qui est un artiste vraiment passionnant, quoi. Voilà, mais j'ai vraiment une passion. Voilà, c'est-à-dire que oui, il y a eu le punk et il y a eu l'IS, voilà, dans ma prime jeunesse, quoi. Parce qu'il y a eu, bien sûr, en premier, il y a eu Artaud, des choses comme ça, etc. Artaud, bien sûr, il y avait eu comme tout le monde Rimbaud, mais Rimbaud reste toujours un phare démentiel. Enfin, je veux dire, quand on commence à... Mais c'est étonnant, d'ailleurs, comme c'est inoxydable, hein, on va dire. C'est vraiment sidérant. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui disent du mal de Rimbaud maintenant. C'est sidérant. Et puis Artaud qui m'a alors complètement retourné, quoi. J'imaginais pas que ça puisse exister, en fait, je veux dire. Et puis après, vraiment, l'IS, une passion immature, hein, et qu'il est resté. Et est-ce que à cette époque-là, est-ce que tu as eu l'occasion, toi, de voir, par exemple, le film dont le scénario a été écrit par Artaud, qui s'appelle La coquille et le clergyman? Ah oui. Germaine Dulac est une vache. Oui, Germaine Dulac, oui. Oui, c'est un film de Germaine Dulac, mais que j'ai jamais vu. D'ailleurs, je sais pas, je n'ai jamais vu un seul film de Germaine Dulac. Sans doute parce qu'il était très remonté contre elle, parce qu'il se sentait dépossédé, etc. Ouais, et puis d'autant qu'à l'époque, les films de Germaine Dulac n'étaient pas vraiment les plus disponibles. Hein. Non, mais il y a eu récemment j'étais pas à Paris quand il y a eu la rétrospective. Et puis, alors lui, il avait fait un scandale en hurlant « Germaine Dulac est une vache !» Voilà. Donc c'est ça qui est resté dans la tête. Et si ça se trouve, il est exagéré. Puisqu'il y a des gens qui l'admirent beaucoup, cette femme, mais je ne la connais pas. Voilà. Mais c'est vrai que le fait est que Artaud est un phare aussi du cinéma. Enfin, je veux dire, il m'a extrêmement marqué. Je pense que c'est un des plus grands théoriciens du cinéma. Enfin, si on revenir aux bases, peut-être que le cinéma s'est foutu. Mais Eisenstein, Artaud, c'est incroyable. C'est que des intuitions absolument prodigieuses. Et si on navigue toujours avec Artaud, aujourd'hui encore, on est sûr de ne pas se tromper, à la limite. C'est
une boussole extraordinaire sur le fantastique, sur le rapport au réel, sur... Oui, enfin voilà. Et donc il y a tout un volume quand même, avec des textes passionnants, qui est rempli dans les œuvres complètes. Il y a tout un volume de Gallimard quand même qui est rempli. Il y a peu de cinéastes qui écrit autant sur le cinéma finalement, ou pour le cinéma. Bon, bah, puisqu'on parle de Guy Debord, du coup, ça va nous amener justement à tes premiers films et ton premier court-métrage que tu avais réalisé quand tu étais à l'IDEC, donc qui est l'ancêtre de la Fémis, donc avec ce film Tract qui s'appelle La dernière énigme, où finalement, un petit peu comme chez Debord et dans les différents écrits de l'IS, on aura des propositions presque numérotées, et en se questionnant sur justement la question de l'art engagé avec des guillemets, en tout cas ce que l'art peut faire de la politique et du politique. Oui, bah, c'est-à-dire que alors, j'essaye de revenir, d'être à peu près concret, en fait, de revenir pour pas être emporté par un discours. Et oui, alors quand je disais cette passion hein, de tout le corpus de l'IS, qui est vraiment pour moi capital, et puis qui lui semblait ne ressortir de rien, enfin, même si effectivement il y a des prédécesseurs dans la philosophie, etc. Mais c'était voilà, génial, je trouve. Enfin, et donc ça ouvrait des perspectives, justement. Et alors justement, je ne suis pas tout à fait d'accord, non écrire, mais pas exactement, parce que il y avait quand même tout un truc de baratin analyto-critique, je ne sais pas, à l'époque, hein, où là, les gens ne lisaient plus les livres, ils faisaient référence, il n'y avait que des profs qui, entre eux, se faisaient la référence de la référence. Et alors aujourd'hui, je crois que c'est génial, parce que maintenant, les gens n'ont absolument plus besoin d'avoir, avec l'Internet, il y a la ligne 14, page temps, alors le gars n'a plus du tout besoin de lire le livre, quoi. Alors, oui, déjà, ça venait des années 70, ça. Et d'un seul coup, il me semble que par rapport à tous ces futurs grands gâteux, quoi, il y avait l'IS, justement, qui, avec sa proposition extrêmement exigeante, radicale, non, et heureusement qu'ils nous ont libérés de ces engins cancérigènes. Donc ça, c'est pas du tout contradictoire, et à la fois, ça a beaucoup éveillé mon esprit, parce que Debord a toujours été fier de dire cinéaste. Il disait pas poète, il disait cinéaste. Et oui, il a fait des films. Non, mais je veux dire, la qualité de cinéaste, il l'a revendiquée quand même. Il pouvait la revendiquer, bien que la route lui était totalement barrée dans le monde du cinéma. Je le suis après, puisque j'ai connu des proches. Et ils ont été vraiment horribles avec lui. Jusqu'à ce que vraiment ils connaissent son ami producteur, donc les Bovici, voilà. Les Bovici, où c'est une amitié exemplaire, là, justement. Et alors, bon, il y a aussi Burroughs, parce que les deux grands cinéastes qui n'ont pas tourné, c'est Artaud et Burroughs, pour moi, qui sont vraiment... c'est ce qu'on peut regretter, parce que c'est eux qui portent le plus loin le tir, avec Debord, quoi. C'est eux qui sont vraiment les trois grands magnétiseurs, je trouve, du cinéma. Donc en fait, dès le début, si je comprends bien, quand toi tu as commencé à intégrer l'IDEC, à commencer à faire de ton premier film, il y avait une conception peut-être burroughsienne justement, alors, puisque Burroughs est beaucoup sur le fait que la réalité est un film, il y a un studio réalité, il faut justement, en tant que mercenaire, aller dans le studio du film réalité pour couper la pellicule, pour montrer le réel tel qu'il est. Est-ce que ça déjà, toi, ça avait infusé un petit peu ta manière d'envisager le cinéma et l'écriture ? Oui, c'est-à-dire que ça peut aller dans tous les sens, parce que quand on lui a demandé quelquefois de se justifier sur le cut-up, il dit mais le cinéma le fait depuis longtemps, c'est le montage. Il y a la même dimension absolument novatrice chez Ezra Pound. Parce que je ne saurais pas le détail, mais c'est incroyable comment ont été composés certains cantos. Oui. Et ça reste un truc... alors c'est ces livres très énigmatiques qu'on peut lire et lire toute la vie, jusqu'au jour, peut-être à la veille de mourir, le livre comme une nuit de Nice, une nuit blanche, à la fin d'une nuit blanche de Nice, je me suis retrouvé lire Aperto Libro comme un polar, Les Chants de Maldoror. Voilà. Donc les deux sont marqués. Et c'est vrai que le cinéma, quand même, le cinéma me passionnait. C'est-à-dire que moi, je voyais tous les films. Ça aussi, c'est un précepte d'Artaud, qui n'est pas comme ça classificateur. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a du cinéma dans tous les films. Non, enfin, je veux dire, dans tous les genres de cinéma, il y a des blocs de matière noire, je sais pas exactement.
C'est curieux ce que tu racontes parce qu'il m'arrivait la même chose moi avec Stanislas Rodanski. Oui. J'étais à Toulouse pour une expo Pélieu. Bref, je repars de Toulouse ayant acheté à Ombre Blanche les écrits de Rodanski. Dans le train, je commence à lire La victoire à l'ombre des ailes. Et je me dis, ah c'est magnifique, c'est fabuleux, j'ai une épiphanie. Et je me dis, bon, je referme le livre parce que je suis fatigué, je garde ça pour un meilleur moment. Et après, je n'ai pas réussi à le lire pendant 2 ou 3 ans. Et je n'arrivais pas à retrouver ce que j'avais trouvé chez Rodanski. Et tout à coup, un jour, par hasard, j'ai dit, il faut que je réessaye quand même. Je retombe dans Rodanski et depuis, je suis tombé totalement dans Rodanski. J'ai vu vraiment une proximité avec tes films, non pas en termes de référence, de révérence, ni quoi que ce soit. Mais Rodanski, en fait, dans La victoire à l'ombre des ailes, on a l'impression qu'il écrit un OSS 117 ou un SAS, avec l'espionnage, les filles sous les tropiques, etc. Et tout à coup, c'est comme si la poésie du surréalisme le plus noir, justement, et le plus sombre, envahissait totalement la pellicule, entre guillemets, du récit. Bien sûr, il est absolument essentiel. Et moi, ça m'a montré tout à fait la voie, je crois. Mais c'est-à-dire que déjà, il est punk, quoi. En plus, je pense qu'il était vraiment punk. Hein. Pas toujours facile à vivre, très radical, très instable, passant du tout au rien. Même si le rien souvent est tout, et le tout est souvent rien. Et j'ai l'impression qu'on retrouve aussi des échos Et de il y a les Rodanski. voyages de genre comme Ouais. ça, parce qu'en fait, le genre, comme je dis toujours, parce qu'après moi j'ai beaucoup utilisé, j'ai toujours été hanté par l'idée de vampiriser le genre. Puis de toute façon, j'ai pas eu les moyens de faire des films de genre, j'ai eu quand même toujours des problèmes de budget, donc etc. Mais les genres, pour moi, sont des grands véhicules. Je veux dire, c'est vrai que voyager en diligence, en Ferrari ou en jet privé, ça n'est pas pareil. Même si finalement la destination est la même, ou l'idée de la destination était la même au départ, mais tout se passe différemment. Et lui, déjà, c'est ça. Donc C'est-à-dire d'une que- certaine manière, Rodanski vampirise le roman d'aventure ou le roman d'espionnage. Et toi aussi, d'une certaine manière, tu vampirises Oui, différents et puis films comme de je dis, genre. l'envers de l'envers n'est pas l'endroit. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment où dans la poésie, il y a beaucoup moins de genres, finalement, quand même, c'est un peu atténué, il y a encore des genres de cinéma, de littérature mineure, on pourrait dire, hein. De même qu'il y a des genres au cinéma, qui, pour moi, sont extrêmement inspirants. Et c'est vrai que si on écrit des quatrains, une ode, je dis toujours ça, ça change complètement le projet, enfin, le voyage poétique, si on peut dire. Et de même, Willy Popé, oui, et de même, l'idée de faire un film d'espionnage, un film noir, un film de vampire, je sais pas, ça hante, je trouve, et moi, ça m'inspire. Voilà. Du moins, ça m'a inspiré pendant bien des années, quoi. Donc c'est comme un espèce de matériau, en fait, un peu malléable, que toi tu utilises, justement, pour essayer d'aller encore ailleurs. Oui, voilà, oui. Puis ça me fait voyager. Déjà, rien que l'idée, je vais faire un film noir, alors voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des films noirs qui m'ont extrêmement marqué, quoi. Mais de même que sans être sous justement, moi, le premier James Bond, Dr. No, pour moi, est un grand film, vraiment. Alors, je parle de films récents, accessibles à tout le monde, tu vois, sans parler forcément toujours des immenses films indépassables comme Nosferatu, etc. Mais voilà. Et donc, oui, c'est un pôle. Mais c'est pour ça, mais la poésie recentre tout, en fait, toujours. C'est-à-dire qu'il y a un poète qui reprend dans son point de sang, ramène des choses à l'essentiel. Et Rodanski en fait partie, comme Anton Artaud, comme bien sûr Burroughs, parce qu'il y a aussi toute cette dimension aussi chez Burroughs. Aussi, voilà. Pour revenir à la dernière énigme, en fait, on a l'impression que dans la dernière énigme, c'est comme une espèce presque d'esquisse de tous tes films à venir. C'est-à-dire qu'on voit par exemple des monuments, il est question de grandes batailles, de fin d'empire, il est question de Stammheim, la fin de la fraction armée rouge, l'affaire allemande, Guy Debord, les périphériques, les voitures. Et on a l'impression qu'en fait, il y a une espèce de mélange de tout ça, et avec un rapport à l'histoire et à la géographie qui sont assez particuliers. Voilà. Quand je suis vraiment lucide, certains soirs de pleine lune, je dis à Elvire, tu sais, la dernière énigme, c'est vraiment mon meilleur film. Voilà. C'est-à-dire que c'est un film sauvage, hein, vraiment, qui a été tourné en une journée.
À l'époque déjà, je vampirisais la réalité avec la vidéo, puisqu'en fait, voilà, j'ai pas fini tout à fait. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais beaucoup plus axé sur la vidéo. Donc j'ai passé l'idée que, ne sachant plus trop quoi faire, mais passionné par le cinéma, parce qu'Eisenstein déjà, où j'avais vu à Toulouse des films comme ça, beaucoup de films allemands ou russes d'avant 1933, aussi bien qu'Asphalt Jungle, À bout de souffle, etc. Et donc, évidemment, le cinéma m'excitait totalement, mais j'avais aucune idée, ne venant pas du tout socialement de ce milieu-là, de voir déjà que l'édition s'est fermée à l'époque. Alors là, le cinéma, bon. Et puis, j'ai justement passé 2 fois le concours. Et un des projets était sur la fraction Armoire Rouge et Stamheim, déjà. Déjà, il en était question dans la revue C, mais c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et puis après, j'avais basculé. C'était plutôt une espèce de match entre la Factory de Warhol et l'International situationniste. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis rentré à l'école. Et donc le film Track, c'était vraiment un film pour réduire le track. Et moi, je me suis dit, c'est quand même bête de gaspiller la pellicule. Hein, parce que c'est vrai, on fait de la poésie avec rien. Alors c'est pas parce qu'on est à l'école qu'on va commencer à faire des exercices vains. Donc rentrons dans le dur. Et j'ai été le seul à faire un film tract. Et à la fois qu'il soit un vrai film. C'est-à-dire qu'après, tout ce que j'ai fait à l'IDEC, finalement, c'est des films, quoi. Comme ça aurait été idiot de faire des exercices pour passer un examen. J'écris un poème. Je ne vois pas pourquoi je ferais semblant d'écrire un poème. Donc en fait, plusieurs fois, tu as dit « Ah, mais j'avais pas bien compris, il parlait de film track, c'était le premier film pour justement évacuer le track, etc. » En fait, je n'ai pas écouté. En fait, tu avais très bien écouté. Peut-être que j'avais pas bien compris non plus, je sais pas. Enfin, voilà. Et donc, on avait droit à une boîte de pellicules, parce que c'était vraiment un film vraiment tout à fait d'initiation, en fait, de réduction de l'appréhension à filmer, quoi. Et ça a été un film important pour moi, puisqu'il y avait une bobine pour faire le générique et une bobine pour filmer. Et moi, j'ai tout utilisé. Et donc, avec 2 bobines, j'ai fait un film de 12 minutes en 16 mm. Et tout ce qui aurait dû être voué, alors qu'il n'y a pas de générique, j'ai dit, la dernière énigme, un film tract 16 mm noir et blanc de FJ au 100, tournage synchrone. Il n'y a pas de son non plus. Ça aurait dû être un tournage synchrone, mais il n'y avait pas de synchrone. Si, un tout petit peu de paroles, mais enfin voilà. Et j'ai utilisé tout le crédit de générique, parce qu'on avait droit à un petit peu d'initiation au banc-titre, parce qu'à l'époque, on faisait ça avec des lettres A7, on apprenait la prise de vue image par image, etc. Et moi, j'ai fait des intertitres, donc des scansions de... Il y a pas mal, oui, justement, encore un livre fondateur qui est publié par Champ Libre, qui est de la guerre de Clausewitz, voilà. Enfin, et donc il y avait toutes ces choses, mais ça a été vraiment un vrai film track aussi pour moi, parce que d'ailleurs il n'y a presque pas d'être humain qui passe dans le film. Et c'est vrai que j'arrivais à photographier, mais filmer les êtres humains, ça salissait le décor. Je ne sais pas pourquoi, je trouvais ça pas bien, quoi. Alors que c'est vrai que... Et ce qu'il y a dans mes premiers films, c'est-à-dire que c'est vraiment des films d'un étranger à Paris. C'est-à-dire que je filme aucun Parisien n'arrivait à filmer la du Foch, l'Arc de Triomphe, le musée des colonies, qui était le musée de Porte Dorée à l'époque, qui était un endroit magnifique, hein, où j'ai tourné aussi pour Mourir après. Et j'ai adoré ces endroits. Enfin, il y a quelques endroits génériques. Et dans mes films, il y a une espèce d'archéologie, puisqu'il y a beaucoup d'endroits qui ont disparu. Notamment, par exemple, au début de Mourir, ça se passe, c'est le chantier de la Villette. Et on voit les gladiateurs qui tombent dans la boue, qui descendent dans la boue comme ça. Et il y a des espèces... C'était presque des répétitions de combat que j'ai utilisées un peu. Et là, j'ai découvert c'était dément, cette transfiguration du réel par la pellicule. C'était juste... c'est filmé sans éclairage additionnel. Et enfin, ça a été un choc, une révélation, quoi. Alors, j'ai toujours utilisé la vidéo. Et puis la vidéo, j'aimais plus que le numérique, en fait. Parce que la vidéo, c'était quelque chose que j'aimais bien. C'était vraiment trash. Je saturais tout. Ça devient des images fantomatiques. Mais c'est quand même un support concret, réel. Alors que le numérique, non, c'est 01, 01, 01. C'est horrible. Voilà, je déteste le monde numérique. Mais qui dit son nom, puisqu'il se dit virtuel. Et moi, j'aime bien le réel, ou le surréel, sous le réel, ou l'anti-réel. Mais justement, un des intérêts et une des spécificités du cinéma numérique depuis une vingtaine d'années, justement, c'est d'essayer de recapturer quelque chose du réel, quelque chose de tangible, avec justement des instruments et on va dire, une matière plastique qui, justement, ne l'est absolument pas réelle.
Non, c'est quand même toute une esthétique de la surveillance. C'est forcément la fin du cinéma parce que bientôt il ne faudra plus de caméras. Et c'est vrai qu'on peut faire des films, ça existe déjà. Il y a des films qui sont montés juste avec des caméras de surveillance. On peut poser mais c'est vrai que c'est pas du cinéma au sens où... Non, ce que je veux dire, le numérique, c'est 01, 01, 01. C'est-à-dire que c'est même pas du magnétique, parce que la bande son, et on voit que ça s'est très bien conservé. Ils ont commencé à niquer tout le monde en disant non, il faut tout mettre en date. Il faut tout archiver en date. Et ce qui se passe avec le numérique, c'est qu'un jour, il y a 0, 0, 0. Il n'y a plus 0, 1, 0, 1, 0, 1. Donc il n'y a plus rien. Alors que les bandes magnétiques qui sont usées, elles sont encore en très bon état aujourd'hui. Moi, j'ai des bandes encore des années 70. Si ça a été à peu près, ça n'a pas été exposé en plein soleil, hein, c'est au jour. La vidéo aussi, en fait. Moi, j'avais fait des trucs en bêta max, en bricolant bêta max, c'était de bonne qualité. Et alors, ce qu'il faudrait, c'est qu'aujourd'hui, le numérique a 10 ans de vie, quoi. C'est qu'il faudrait toujours tout sécuriser. Ou alors c'est vraiment pas drôle de faire des copies de disques durs, de travailler dans une cinémathèque, vous passez votre temps à copier des disques durs, ça peut être intéressant si on écrit parallèlement. Voilà. Mais c'est vrai que pour le moment, dans l'état actuel des choses, pour le préserver, il faut faire un négatif 16 ou 35 mm. Voilà. Il n'y a que ça qui peut permettre à des films, et c'est la chose qu'il faudrait faire. Mais les producteurs étant souvent raclos, ils préfèrent quand même mettre les 15 000 balles ou 20 000 de plus sur la maison de campagne que sauvegarder des films, ils n'ont rien à foutre, puisque le film s'est pas bien vendu, ils ont la cassette pour Ciné Plus ou pour Justement, c'est ce qu'on voit avec Hollywood en ce moment, qui n'a absolument aucun intérêt et aucune envie de conserver son patrimoine, puisque la plupart de leurs stocks de films en pellicule sont détruits, sont bazardés, et ils n'ont absolument aucune envie de garder ça, quoi. Oui, enfin, mais c'est pas qu'on soit dans le patrimoine, parce que c'est vrai que bon, on a peut-être fait des films de merde, c'est vrai que c'est... Mais rien que ça, c'est quand même agaçant. Et alors justement, mais c'est l'inverse de la cinémathèque, c'est ce qu'elle fait. L'idée de la cinémathèque, c'est de ne pas faire de choix et de tout conserver. Voilà. Alors après, il y a un moment, il y a un babélisme du numérique qui fait que ça devient de plus en plus compliqué, forcément. Mais voilà, c'est de ne pas choisir et le temps triera pour nous, voilà, si je puis dire. Non, moi, ce qui m'a complètement captivé, parce que ce qui est quand même sidérant et hallucinant, c'est que la technologie du cinéma est très simple. Parce que tout coûte de plus en plus cher. Parce qu'à l'époque, il y avait dans tous les FR3, il y avait des caméras 16, ça pouvait être très bien des relais pour un cinéma. Bon, ils ont décidé de mettre des caméras vidéo partout, du montage vidéo à la con partout. Et puis donc, des gens avaient décidé d'arrêter le truc, quoi. Et leurs actualités, leurs archives, c'est de la merde. Ça a viré au rose, orange, violet, etc. Alors que quand on regarde des films tournés en 16 de reportage, c'est quand même incroyable. Et puis ça exige un minimum d'attention au sujet. Bon, aussi, il faut dire que les gens à l'époque, les prolétaires dans la rue parlaient bien. Alors que beaucoup mieux que le maire, là, ou je sais plus qui. Ou que nous, hein, on dévolue complètement, c'est vrai. Mais alors, donc, pour revenir quand même, le cinéma, c'est quand même incroyable parce que il y a une réalité chimique, physique et optique. Et c'est ça qui fait tout. Parce qu'ensuite, quand ils ont inventé le numérique, ils ont dévoyé, enfin, quand ils ont mis au point le numérique, ils ont dévoyé des grands chefs opérateurs qui disent « Ah non, il n'y a pas ça ». Et donc, ils donnaient des secrets ou des choses à corriger. Et aujourd'hui, c'est une imitation de cinéma. C'est un ordinateur qui fait l'image par capteur, quoi. Mais ça n'a rien à voir avec le truc basique, qui est juste une pellicule que, bien sûr, en noir et blanc, on peut développer le soir dans la baignoire, ce qu'on faisait sur les chiennes. Alors tout ça m'a complètement fasciné, mais c'est éminemment sexuel aussi, hein, parce que ce rapport à la pellicule, cette souplesse, mais j'étais prêt à manger de la pellicule, c'est-à-dire que comme ça, elle est brillante d'un côté, et de l'autre côté, elle est mate et grise, enfin, la pellicule 35 ou 16, c'était incroyable. Et donc, comme on tournait très loin, moi j'ai toujours fait mes films dans des conditions qui ne permettaient pas comme ça de voir les rushs, puisqu'on était dans cet endroit où il n'y avait rien. Je les voyais, on ne pouvait pas revenir sur les lieux de tournage. Donc c'est une fois pour toujours, quoi. Et quand même, pour voir s'il n'y avait pas eu de rayures, le soir, j'étais fasciné par ce que faisait Rémi Chevin, l'assistant de Darius. Il développait la pellicule dans la baignoire. Donc il tirait une dernière partie. Et il révélait la pellicule dans la baignoire de l'hôtel. Et c'était extra, quoi. Et c'est tout ça qui m'a fasciné, mais qui m'inspire plus. Après, on me dit pourquoi. Après j'ai rien, au contraire, je sais qu'il y a des gens... C'est comme Léviathan, c'est un film très intéressant là, qui a été fait sur les poissons, là, sur la pêche, et qui est fait qu'avec des capteurs dans tous les sens. C'est un film, vous l'avez vu, non ? C'est un documentaire sur la pêche, mais qui est
absolument apocalyptique. Et c'est une tuerie. Ah ben, je vous le conseille. C'est un film qui est fait, mais il y a peut-être 35 ou 40 caméras. Donc c'est des toutes petites caméras, c'est vraiment que des capteurs dans tous les coins. Et qui... enfin, voilà. Mais il faut le voir. Mais je vous le conseille, il s'appelle Léviathan. Le Léviathan, le monstre marin, voilà, primal, primitif. Voilà. Ce qui est intéressant en fait dans ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que toi tu fais un rapprochement entre le fait de venir d'une terre enfermée dans la terre, une terre enfermée dans la nuit, le Cantal, donc ces espaces géographiques, et d'un autre côté, ce côté alchimique en fait du cinéma. Tu parlais tout à l'heure de bande magnétique, Oui. et en fait dans tes films, il est beaucoup question en fait de magnétisme. Que ce soit avec le stéline, le scalt, le polonium, tous ces lieux. Et en fait, toi, tu es attiré, j'ai l'impression, par une expérience vraiment réelle de la matière, en fait. Oui, voilà. Le Cantal, je préférais pas démarrer là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose de... Moi, j'étais presque anti-régionaliste, dans un sens, puisque j'ai fui le Cantal puis Toulouse. Parce que après, c'était le concours, on pouvait passer des trucs au CNC, mais il n'y avait pas cette espèce d'entrisme social qu'il y a. Et puis, plus ils sont régionalisés, plus tout se ressemble. C'est très curieux. Hein. Mais c'est vrai, hein. Il y a les mêmes... Enfin bon, mais ça, c'est une autre chose. Et donc, oui, ce côté à la fois magnétique et alchimique, alors donc, j'étais pas du tout comme ça d'esprit du... Autant l'esprit des lieux, je révère l'esprit des lieux, voilà, si je puis dire, quel qu'il soit. Mais autant, c'est vrai que je l'ai découvert petit à petit, ça m'a fait bondir, parce que j'avais jamais revendiqué l'idée. Et c'est ce con de Kaganski qui met le fondu du Cantal. On fait une interview un peu à bâton rompu, hein, numéro 2, le fondu du Cantal. Alors, jamais j'avais revendiqué ça. Bah oui. Et après, c'est... Non, mais c'est rigolo. Et après, j'ai découvert que ça m'avait certainement marqué, puisque j'ai toujours traîné sur des terres volcaniques. Donc, que ce soit, on est allé au Japon, que ce soit la Nouvelle-Zélande, les Açores, bien sûr, je voulais absolument tourner aux Açores, le Chili, bien sûr, qui explose tous les 8 jours, mais qui est vraiment une terre très intéressante et terrifiante aussi pour ça, hein, parce que ça pète tout le temps. Hein. Donc ça, c'est curieux. Et c'est vrai que ou même, par exemple, j'aime bien le sud-est de la France. J'aime bien, j'ai eu des moments comme ça d'activité intense. Alors qu'on dit aussi que c'est une des régions qui risque voilà. Mais c'est vrai que bon, le Cantal, à part ça, c'est vrai que c'est 98 degrés. L'eau chaude sort à 98 à Chaudzeg. Donc on est quand même près des... Voilà. Alors, donc c'est vrai que j'ai eu... Mais ce qui est curieux, c'est d'apprendre que c'est que, je sais pas, peut-être vers la fin du XVIIIe siècle, qu'on a découvert que ces montagnes à vaches étaient des volcans. Mais en fait, sinon, il n'y avait pas du tout de conscience... Oui, voilà, un petit peu. Voilà, voilà. Alors après, c'est vrai que j'ai toujours été. D'ailleurs, oui, quand j'étais jeune, ils disaient le Cantal est une île. Voilà. Mais c'est vrai que c'est fermé, parce qu'on est toujours sur des plateaux quand même. On n'est jamais à moins de 600 mètres d'altitude. Et puis toutes les routes étaient beaucoup plus longues qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mais encore aujourd'hui, c'est vrai, il faut un certain temps pour faire les 100 derniers kilomètres. Et puis je sais pas. Enfin, bon, bref. Et puis à la fois j'ai mis 24 heures à naître, alors c'est peut-être pour ça que je ne sais pas d'où vient cette anxiété. Enfin, bon, bref. Mais alors Elvire me dit toujours que oui, tu es toujours attiré par les îles. Et c'est vrai, quand on est allé par exemple en Nouvelle-Zélande, on avait une voiture de location alternative, donc ça coûtait pas cher, c'était une espèce de hippie punk qui louait des voitures d'occasion, et on a fait quand même 11 000 km en 3 mois, je crois. Voilà. Ce qui veut dire que, parce qu'au moins quand on est au Chili, on peut passer de l'autre côté des Andes, hein, ou remonter vers le Pérou. Alors que là, je tournais en rond. Et donc les îles ont le don de me rendre fou. Mais à la fois, je suis tout le temps attiré. Alors, est-ce que justement, je saute un peu dans le temps parce que je crois que la chronologie... Est-ce que ça expliquerait justement que... Alors, comment dire, je vais essayer de faire bref. Dans tes films, très souvent... Et quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif. On a l'impression que dans Les Chiennes, par exemple, ou dans Docteur Chance, ou d'Armageddon, ces 9 doigts, on a l'impression qu'il y a presque comme 2 parties. C'est-à-dire qu'il y a une première partie où les personnages vont aller quelque part. Il peut y avoir beaucoup d'actions, par exemple, dans Docteur Chance, qu'on disait tout à l'heure avec Thomas avant de commencer. Et puis tout à coup, ça s'enlise. Et quand je dis s'enlise, c'est pas du tout péjoratif. Tout à coup,
trésor des îles Chiennes, on y va, on va chercher le Stalin et le Scalt, etc. Ah mince, on a perdu 3 heures parce qu'on n'a pas retrouvé la piste. Oui. Ou alors dans 9 doigts, tout à coup, on est sur un rafio, sur un vieux cargo, et on n'arrive plus à savoir où on va. Et on a un planisphère qui part dans tous les sens. Magnifique planisphère. Et on a l'impression qu'en fait, dans tes films, c'est comme... et ça m'a fait penser un petit peu au dernier Mad Max, Fury Road, Ah oui. que j'ai découvert un peu tardivement, et j'ai trouvé ça magnifique. Pendant 1 heure, on va vers le nord, toujours le nord, et puis une fois, ou vers l'est, voilà, vers l'est, et puis on arrive dans un désert de sel, et là tout à coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah il n'y a rien à faire, on revient en arrière à toute blinde. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de... le côté un peu splénétique, presque baudelairien, tu sais, dans le poème Spleen, Ah oui. le fait d'être dans Ah un oui. cachot, enfermé, et tout à coup les personnages n'arrivent plus à sortir de là où ils sont. Oui, c'est-à-dire que je suis pas le meilleur pour analyser les films, mais oui, j'allais dire, c'est comme dans la vie. C'est vrai que si on regarde sa propre vie, c'est vrai qu'il y a des moments, alors il faut arriver à faire il y a des moments où plus rien ne se passe, où on n'arrive plus à tirer les lignes, quoi. C'est un truc épouvantable. Et, Bon, tu penses que c'est ce qui arriverait à tes personnages, par exemple, dans 9 doigts non, je dis peut-être ça aussi, parce que ça m'est arrivé dans ma vie aussi, d'être comme ça complètement perdu, mais de perdre D'ailleurs, c'est très curieux la vie. J'aime bien César Pavès, parce que lui, c'est vrai qu'il dit qu'on vit tout le temps la même chose, quoi. Et la vie se représente, et il y a un moment, on se suicide, parce qu'on bute toujours sur le même échec, finalement. La même épreuve peut se représenter, je dis quelque chose plus ou moins comme ça en substance. Ça, c'est peut-être vrai, oui. Mais oui, après, là, c'est tout à fait différent, mais pour en finir avec cette histoire, au contraire, nous, dans une chanson, en finir avec le drame de l'origine, que ce soit le drame d'origine culturelle, l'origine sociale, l'origine familiale, de l'origine... c'est tout remettre en jeu, ça a été, et c'est certainement une chose qui est peut-être impossible. Ça, c'est juste pour finir. Et donc, c'est pour ça que ce truc, tout le temps, d'être marqué, les odeurs de ventre, ça me déplaît, quoi. Je sais pas comment dire, je viens de là, oui, bien sûr. Mais le plus incroyable, c'est vrai que me faisait remarquer Jean-Vincent, on arrive aux Açores, il me dit, oh putain, on a fait des milliers de kilomètres pour être dans le pas de serre. Prétendait-il. Mais c'est vrai que la Terre se ressemble quand on a un voyage, hein, c'est vrai, à des latitudes différentes. Bon, l'Europe est assez à part parce que c'est un continent précipité, quoi. Donc un pays comme la France, par exemple, c'est vrai que tous les 50 km, le décor change complètement. Alors qu'au contraire, l'Amérique est plutôt un continent morne, où il y a des amplitudes plus vastes, quoi. Voilà. Ouais, on met 1200 km. Ah, tiens, ça change. Et après que j'ai fait Docteur Chance, Darmagots, etc., j'avais un jeune décorateur qui est absolument génial, on s'est extrêmement bien entendu, qui était tout jeune, qui sortait de la FEMIS, qui était un Brésilien qui a appris le français en 1 an, et qui venait de la bande dessinée, et puis plutôt des mouvements un peu street, tout ça, par sa famille, et qui est venu en France, et qui a appris, et qui en 1 an a passé le concours, et qui est très doué pour les langues, parce qu'il a passé quand même le concours à l'écrit, il avait des petits problèmes d'orthographe quelquefois, et qui a type, c'était génial, quoi. Et donc il avait que 32 ans. Et on arrive aux Açores, il dit, putain, mais c'est génial d'avoir trouvé ce pays. Parce qu'au contraire, les Açores, il y a des petits bouts. Alors c'est très compliqué à tourner, parce que le vent tourne tout le temps, le temps change en permanence, mais d'un autre côté, alors c'est des espaces minuscules, enfin, on pourrait dire, hein, c'est vrai, mais il y a une grande variété, quoi. Alors pourquoi tu choisis justement très souvent On a l'impression que tu choisis quasiment l'impossible à chaque fois, c'est-à-dire on va faire un film, on va aux Açores, là où c'est le plus compliqué à filmer, on va dans le désert d'Atacama. Oui, je sais pas. Il y a peut-être une intuition, si j'avais l'intuition que non, c'est pas des trucs impossibles. Oui, je voulais aller aux Açores, vraiment. Mais je pense que moi, j'ai toujours détesté le visible en même temps. Je pense que ce qui est important, c'est l'invisible. Enfin, mais même que ce soit la poésie, au cinéma, ce qui est intéressant, je sais pas comment dire, c'est arriver à capter quelque chose qui se voit pas. Parce qu'il y a le son, il y a l'image, il y a les paroles, il y a le montage, il y a les rythmes. Enfin, il y a plein de choses qui permettent de raconter aussi autre chose. Et moi, je voulais vraiment aller aux Açores parce que pour avoir l'expérience des Açores, quoi. Et à mon avis, il se passait vraiment quelque chose. C'est pas possible d'être au croisement de la plaque continentale africaine, américaine et européenne. Et donc, c'est ça qui me plaisait beaucoup. Mais sinon, c'est vrai qu'après, c'est vert comme le Cantal.
sauf qu'il y a l'océan et il y a une activité sismique beaucoup plus récente, quoi. Voilà. Et donc du coup, pour justement reprendre le fil de ta filmo, avec l'affaire des divisions Moriturgi, qui est ton premier long métrage en 1983, donc, qui raconte l'histoire des guerres et des batailles de punk dans la banlieue parisienne. Et donc il y a, outre l'histoire que ça raconte, il y a aussi presque une dimension documentaire maintenant avec le recul, puisque tu mets en scène toute une bande de punk de l'époque qui étaient tes potes. Et donc c'est toujours assez rigolo de voir des tout jeunes mastos, Elno et puis compagnie, donc des Lucrat Milk qui mènent la guerre contre les MKB justement. Et il y avait peut-être cette volonté aussi en faisant ce premier film, qui était de mettre en scène, entre guillemets, comme un film de famille, faire quelque chose de familier pour plonger dans le grand bain du cinéma. J'ai dit que c'est un péplum futuriste du quart-monde. Voilà. Mais oui, alors parce que en itinéraire, parce qu'on peut dire que parce que j'ai vraiment vécu de façon intense, disons 74-84 au moins, hein, puisque Moriturgi était tourné en 83, je l'ai fini en avril-mai 84. Et là, et après, le sol va se dérober un peu. Tout va s'effondrer. Bon, il y a des cycles comme ça. Mais c'est vrai que j'ai vécu comme ça sur une énergie punk, quoi, de la poésie. La poésie, la revue, qui était un instrument essentiel pour moi, parce qu'il fallait tout le temps écrire. C'était une usine à écrire, si on peut dire. Et puis les groupes. Et puis après, bon, l'attaque de l'école, etc. Mais ça a été un petit peu... Mais quelque part, on a tout raté. Donc c'est comme ça que il fallait passer à un autre champ, quoi. On a raté l'Afrique, bon, ben, on va attaquer l'Amérique. Bon, ben, ça n'a pas marché non plus. À l'Asie, et puis voilà. Et donc de l'écriture, ben, ça quand même, c'était un peu un échec, puisque j'ai fini en 80, début 80, j'avais fini Génération Néant. Et puis le livre était... voilà, la revue s'était arrêtée, Bourgois avait des difficultés, nous on n'avait plus de sous, les manuscrits étaient toujours éternellement refusés, avec sympathie, mais j'ai presque les mêmes lettres 20 ou 30 ans plus tard. Enfin, voilà. Donc là, c'était quand même nos futurs. Et puis le rock'n'roll, c'est pareil aussi, tout s'est délité, mais c'est vrai qu'on ne pouvait pas signer sur un label. Et donc on a quand même sorti, donc avant le tout premier disque est sorti, il était enregistré en septembre 81, donc c'est Terminal Toxique. Et de même qu'on avait sorti en décembre 80, on avait enregistré le premier 45 tours. Et voilà, donc donc Terminal Toxique est sorti en février 82, voilà. En même temps que la dernière énigme, à peu près. Et voilà, mais donc il y a quand même une course aux armements, quoi. Parce qu'il y avait ce truc d'agir, c'est vrai, quand même, sur les choses, sur le monde. L'écriture, ensuite la musique, parce que c'est vrai que pour moi, le rock'n'roll, on pouvait changer, ça changeait tout, même à notre dimension, même si c'était un petit peu suicidaire. Comme on disait avec Charpin, elle me dit, oui, tu sais, au son, rock'n'roll en France, c'est quand même un peu suicidaire, tu vois. En Angleterre, tu vois, c'est la mode et la musique. Alors que... Oui, enfin, ben oui, c'est pas ça, parce que tout était bétonné, parce qu'en fait, il y a eu quand même les meilleurs groupes presque étaient en 77. Et donc ouais, sur le punk aussi, ce côté rapide, ce côté furieux, ce côté un petit peu guérilla, ça se retrouve dans le tournage même du film qui a été fait extrêmement vite. En fait, j'ai tourné le film en 2 fois. C'est-à-dire, d'abord, j'ai tourné une semaine, alors à fond la caisse, parce qu'on est même au supermarché après le tournage pour faire les courses, parce qu'on faisait la régie, en fait, bon. Et donc ça a permis de ne pas dormir presque pas une semaine, enfin j'exagère, mais pas tellement. Et ensuite, j'ai retourné une deuxième semaine où j'ai fait que les scènes d'action. Parce que pour moi, tout se passait dans le langage cinématographique entre le cinéma de propagande et le cinéma d'action. Et quand on savait faire un peu les deux, après on pouvait tourner une scène d'amour comme un film de propagande. Ouais, puis il y a pas mal de choses aussi dans le cas du cinéma d'action qui reprennent des formes et des figures qui sont héritées des cinémas de propagande, soit nazis, soit soviétiques. On voit bien la manière dont sont représentés les héros et les héroïnes d'action dans le cinéma américain depuis les années 80. Ça reprend quand même beaucoup au film de Riefenstahl et compagnie. Oui, mais enfin je pense plutôt à la propagande, je pensais aussi, oui, enfin, je pense à Eisenstein qui est quand même vraiment pour moi le maître des maîtres, voilà. Enfin, c'est une espèce de Michel-Ange, je crois que c'est le plus grand cinéaste du monde, Punto. Même s'il a été très marqué par les génies allemands, surtout Friesland, puisqu'il a commencé à prendre le cinéma. Mais il vient de l'affiche.
Et c'est vrai qu'on apprend, par exemple, dans l'affiche, que par exemple, l'affiche de propagande, c'est du caractère. C'est très brutal comme ça. Alors qu'au contraire, l'affiche de publicité, c'est l'image. Et c'est la séduction par l'image, etc. Dans Morituri, il y a un passage en couleur, et je crois que tu m'as déjà raconté cette anecdote-là. Comment se fait-il que tout à coup le film passe en couleur, là, avec ses couleurs bleutées, là, pendant une petite dizaine de minutes, là, avec la scène de la roulette russe? Oui, c'est compliqué tout ça, parce qu'on n'arrivera jamais à en finir si on parle trop de Morituri. Mais oui, Morituri, oui. Donc il y avait beaucoup de pellicules de récupération, comme ça, parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais tourné avec les moyens d'un film de fin d'études. Simplement, j'ai rajouté de la pellicule. Alors, elle était de tout venant. Et il s'est trouvé que là, on avait un problème alors, tout était à fond. Il fallait... parce que le film, il tournait avec très peu de pellicules, en fait, quand même. J'ai dû tourner 3 fois à peu près la durée du film. 3 à 4 fois. Ce qui est quand même peu pour un film comme ça, surtout qu'il y a des scènes d'action, etc. On tournait très vite. J'allais jusqu'à 32 plans par jour. Et on s'était un peu frité, enfin, comment dire, contrarié, parce que c'était près des fêtes de fin d'année, et donc Sfez, qui n'était pas, personne n'était payé sur ce film, dit bon, frites au sang, ça commence à bien faire, moi il faut que j'aille faire la pasta pour la famille. Bon. Donc il s'en va, et puis il quitte le plateau, et donc moi à cette époque, donc il y a une scène qui est amusante, puisque la scène des bookmakers qui est tourné dans le grand musée, là, comment ça s'appelle, à Chaillot, c'est Philippe Sfez, mais en fait les mains c'est moi. Il manquait des plats à faire, et donc le film est étrangement découpé parce que ce sont mes mains qui versent les liqueurs, voilà. Et donc ensuite on part pour mais tous les soirs dans mon petit studio je mettais la pile de pellicules, et donc on monte dans la voiture. Et au bout de 100 km, on avait 2 petites voitures. Je réalise que j'avais oublié la pellicule. Parce que je la mettais pour qu'il y ait, je sais pas, 5 boîtes, mais pas 6 tous les jours. Et donc vite, je double l'autre voiture et je dis à Maurice, on a un problème. Et donc on est surtout que c'est la journée de très gros tournage. On allait à Dunkerque. Parce qu'il n'y a eu qu'un seul voyage d'une journée à Dunkerque. Et il me dit, bon, attends un petit peu. Alors, de même que j'ai raconté tout à l'heure mes aventures en région, quand j'étais un petit peu monteur intérimaire, lui avait été opérateur intérimaire. Donc, et donc il dit, j'ai des copains, écoute, je passe un coup de fil, on va voir. Il y a peut-être une possibilité, j'appelle Lille. Alors, nous, on file sur Dunkerque, lui, il file sur Lille, et il récupère de la pellicule, mais couleur. Et donc, il arrive avec de la pellicule couleur, sauf qu'on avait bien sûr pas le filtre. Pas le filtre couleur, parce qu'il faut toujours il y a un filtre spécial pour pas que la couleur soit bleutée. Et on a tourné comme ça, mais il me dit, t'en fais pas, on le récupérera au laboratoire. Et là-dessus, alors on a tourné à toute vitesse contre le temps, parce que c'était des journées d'hiver, et il y a la magnifique lumière. Moi j'adore cet endroit qui est moins bien, hélas, je trouve, j'y suis revenu. Il y avait plus d'usines, c'était plus... De toute façon, le passé est toujours plus beau, surtout quand on l'a filmé. Et puis c'était génial avec Enno. C'était la première partie de notre entretien avec le metteur en scène FJO 100. La deuxième partie de cet entretien sera diffusée dans quelques semaines et la version longue sera disponible sur notre chaîne YouTube à ce moment-là. Tous nos remerciements à l'équipe du Ciné TNB pour nous avoir permis de faire cet entretien dans leurs locaux. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir.